Willy et Colette, Claudine à l'école. Je m'appelle Claudine, j'habite Montigny. J'y suis née en 1884. Probablement j'y mourrai pas. Mon manuel de géographie départementale s'exprime ainsi. Montigny-en-Frénois, jolie petite ville de 1950 habitants, construite en amphithéâtre sur la Thèse. On y admire une tour sarrasine bien conservée. Moi, ça ne me dit rien du tout, ces descriptions-là. D'abord, il n'y a pas de Thèse. Je sais bien qu'elle est censée traverser des prés, au-dessous du passage à niveau, mais en aucune saison vous n'y trouveriez de quoi laver les pattes d'un moineau. Montigny construit en amphithéâtre ? Non, je ne le vois pas ainsi. À ma manière, c'est des maisons qui dégringolent, depuis le haut de la colline jusqu'en bas de la vallée. Ça s'étage en escalier au-dessous d'un gros château rebâti sous Louis XV et déjà plus délabré que la tour sarrasine, basse, toute gainée de lierre, qui s'effrite par en haut un petit peu chaque jour. C'est un village et pas une ville. Les rues grâce au ciel ne sont pas pavées. Les averses y roulent en petits torrents secs au bout de 2 heures. C'est un village, pas très joli même, et que pourtant j'adore. Le charme, le délice de ce pays fait de collines et de vallées si étroites que quelques-unes sont des ravins. C'est les bois profonds et envahisseurs, qui moutonnent et ondulent jusque là-bas, aussi loin qu'on peut voir. Des prés verts, les trous par place. De petites cultures aussi, pas grand-chose. Les bois superbes, dévorant tout. De sorte que cette belle contrée est affreusement pauvre, avec ses quelques fermes disséminées, peu nombreuses. Juste ce qu'il faut de toits rouges pour faire valoir le vert velouté des bois. Chers bois, je les connais tous, je les ai battus si souvent. Il y a les bois taillis, des arbustes, qui vous agrippent méchamment la figure au passage. Ceux-là sont pleins de soleil, de fraises, de muguets et aussi de serpents. J'y ai tressailli de frayeur suffocante à voir glisser devant mes pieds ces atroces petits corps lisses et froids. 20 fois je me suis arrêtée haletante, en trouvant sous ma main, près de la passe rose, une couleuvre bien sage, roulée en colimaçon régulièrement. Sa tête en dessus, ses petits yeux dorés me regardant. C'était pas dangereux, mais quelle terreur! Tant pis, je finis toujours par y retourner seule ou avec des camarades, mais plutôt seule, parce que ces petites grandes filles m'agacent. Ça a peur de se déchirer aux ronces, ça a peur des petites bêtes, des chenilles velues et des araignées des bruyères, si jolies, si rondes et roses comme des perles. Ça crie, c'est fatigué, insupportable enfin. Et puis, il y a mes préférés, les grands bois qui ont 16 et 20 ans. Ça me saigne le cœur d'en voir coupé un. Pas broussailleux ceux-là, des arbres comme des colonnes, des sentiers étroits où il fait presque nuit à midi, où la voix et les pas sonnent d'une façon inquiétante. Dieu que je les aime, je m'y sens tellement seule. Les yeux perdus, loin entre les arbres, dans le jour vert et mystérieux, à la fois délicieusement tranquille et un peu anxieuse à cause de la solitude et de l'obscurité vague. Pas de petites bêtes. Dans ces grands bois, ni de hautes herbes, un sol battu, tour à tour sec, sonore, ou mou à cause des sources. Des lapins à derrière blanc les traversent, des chevreuils peureux, dont on ne fait que deviner le passage, tant ils courent vite. De grands faisans lourds, rouges, dorés, des sangliers, j'en ai jamais vu. Des loups, j'en ai entendu un au commencement de l'hiver, pendant que je ramassais des faînes, ces bonnes petites faînes huileuses qui grattent la gorge et font tousser. Quelquefois des pluies d'orage vous surprennent dans ces grands bois-là. On se blottit sous un chêne, plus épais que les autres, et sans rien dire, on écoute la pluie crépiter là-haut, comme sur un toit, bien à l'abri, pour ne sortir de ces profondeurs que tout ébloui et dépaysé, mal à l'aise au grand jour. Et les sapinières, peu profondes elles, et peu mystérieuses. Je les aime pour leur odeur, pour les bruyères roses et violettes qui poussent dessous, et pour leur chant sous le vent. Avant d'y arriver, on traverse des futaies serrées, et tout à coup, on a la surprise délicieuse de déboucher au bord d'un étang lisse et profond, enclos de tous côtés par les bois, si loin de toute chose. Les sapins poussent dans une espèce d'île au milieu.
Il faut passer bravement à cheval sur un tronc déraciné qui rejoint les deux rives. Sous les sapins, on allume du feu, même en été, parce que c'est défendu. On y cuit n'importe quoi. Une pomme, une poire, une pomme de terre volée dans un champ, du pain bis, faute d'autre chose. Ça sent la fumée amère et la résine. C'est abominable. C'est exquis. J'ai vécu dans ces bois 10 années de vagabondage éperdu, de conquête et de découverte. Le jour où il me faudra les quitter, j'aurai un gros chagrin. Quand il y a 2 mois j'ai eu 15 ans sonné, j'ai allongé mes jupes jusqu'aux chevilles, on a démoli la vieille école et on a changé l'institutrice. Les jupes longues, mes mollets les exigeaient, qui tiraient l'œil et me donnaient déjà trop l'air d'une jeune fille. La vieille école tombait en ruine. Quant à l'institutrice, la pauvre bonne Madame X, 40 ans, laide, ignorante, douce, et toujours affolée devant les inspecteurs primaires. Le docteur Dutertre, délégué cantonal, avait besoin de sa place pour y installer une protégée à lui. Dans ce pays, ce que Dutertre veut, le ministre le veut. Pauvre vieille école, délabrée, malsaine, mais si amusante. Ah, les beaux bâtiments qu'on construit ne te feront pas oublier. Les chambres du premier étage, celles des instituteurs, étaient maussades et incommodes. Le rez-de-chaussée, nos 2 classes l'occupaient, la grande et la petite. 2 salles incroyables de laideur et de saleté, avec des tables comme j'en revis jamais, diminuées de moitié par l'usure, et sur lesquelles nous aurions dû raisonnablement devenir bossus au bout de 6 mois. L'odeur de ces classes, après les 3 heures d'études du matin et de l'après-midi, était littéralement à renverser. Je n'ai jamais eu de camarades de mon espèce, car les rares familles bourgeoises de Montigny envoient par genre leurs enfants en pension au chef-lieu, de sorte que l'école ne compte guère pour élèves que des filles d'épiciers, de cultivateurs, de gendarmes et d'ouvriers surtout. Tout ça assez mal lavé. Moi, je me trouve dans ce milieu étrange parce que je ne veux pas quitter Montigny. Si j'avais une maman, je sais bien qu'elle ne me laisserait pas 24 heures ici, mais papa, lui, ne voit rien, ne s'occupe pas de moi, tout à ses travaux, et ne s'imagine pas que je pourrais être plus convenablement élevée dans un couvent ou dans un lycée quelconque. Pas de danger que je lui ouvre les yeux. Comme camarade, donc, j'ai encore Claire, je supprime le nom de famille, ma sœur de première communion. Une fillette douce, avec de beaux yeux tendres et une petite âme romanesque, qui a passé son temps d'école à s'amouracher tous les 8 jours. Oh, platoniquement, d'un nouveau garçon. Et qui, maintenant encore, ne demande qu'à s'éprendre du premier imbécile, sous-maître ou agent envoyé, en veine de déclarations poétiques. Puis la grande Anaïs, qui réussira sans doute à franchir les portes de l'école de Fontenay-aux-Roses grâce à une prodigieuse mémoire lui tenant lieu d'intelligence véritable. Froide, vicieuse, et si impossible à émouvoir que jamais elle ne rougit, l'heureuse créature. Elle possède une véritable science du comique et m'a souvent rendue malade de rire. Des cheveux ni bruns ni blonds, la peau jaune, pas de couleur aux joues, de minces yeux noirs, et longue comme une rame à pois. En somme, quelqu'un de pas banal. Menteuse, filouteuse, flagorneuse, traîtresse. Elle saura se tirer d'affaire dans la vie, la grande Anaïs. À 13 ans, elle écrivait et donnait des rendez-vous à un nigaud de son âge. On l'a su et il en est résulté des histoires qui ont ému tous les gosses de l'école, sauf elle. Et encore les Jaubert. 2 sœurs, 2 jumelles même. Bonne élève. Ah, bonne élève. Je crois bien. Je les écorcherais volontiers, tant elles m'agacent avec leur sagesse et leur jolie écriture propre et leur ressemblance niaise, des figures molles et mates, des yeux de mouton, pleins de douceur pleurarde. Ça travaille toujours, c'est plein de bonnes notes, c'est convenable et sournois, ça souffle une haleine à la colle forte, pouah. Et Marie Bellhomme, bébête mais si gaie, raisonnable et sensée, à 15 ans, comme une enfant de 8 ans peut avancer pour son âge. Elle abonde en naïveté colossale qui désarme notre méchanceté, et nous l'aimons bien. Et j'ai toujours dit force chose abominable devant elle, parce qu'elle s'en choque sincèrement d'abord, pour rire de tout son cœur une minute après en levant au plafond ses longues mains étroites,
Ses mains de sage-femme, dit la grande Anaïs. Brune et mate, des yeux noirs, longs et humides. Marie ressemble avec son nez sans malice à un joli lièvre peureux. Ces 4 mois et là, nous formons cette année la Pléiade enviée. Désormais au-dessus des grandes, nous aspirons au brevet élémentaire. Le reste, à nos yeux, c'est la lie, c'est le vil peuple. Je présenterai quelques autres camarades au cours de ce journal, car c'est décidément un journal, ou presque, que je vais commencer. Madame X, qui a reçu l'avis de son changement, en a pleuré, la pauvre femme, toute une journée, et nous aussi. Ce qui m'inspire une solide aversion contre sa remplaçante. En même temps que les démolisseurs de la vieille école paraissent dans les cours de récréation, arrive la nouvelle institutrice, mademoiselle Sergent, accompagnée de sa mère, grosse femme en bonnet, qui sert sa fille et l'admire, et qui me fait l'effet d'une paysanne finaude, connaissant le prix du beurre, mais pas méchante au fond. Mademoiselle Sergent, elle, ne paraît rien moins que bonne, et j'augure mal de cette rousse bien faite, la taille et les hanches rondes, mais d'une laideur flagrante, la figure bouffie et toujours enflammée, le nez un peu camard, entre 2 petits yeux noirs enfoncés et soupçonneux. Elle occupe dans l'ancienne école une chambre qui n'est pas nécessaire de démolir tout de suite, et son adjointe de même, la jolie Aimée Lantenay, qui me plaît autant que sa supérieure me déplaît. Contre mademoiselle Sergent, l'intruse, je conserve ces jours-ci une attitude farouche et révoltée. Elle a tenté de m'apprivoiser, mais je regimbais d'une façon presque insolente. Après quelques escarmouches vives, il me faut bien la reconnaître institutrice tout à fait supérieure, nette, cassante souvent, d'une volonté qui serait admirablement lucide si la colère ne l'aveuglait parfois. Avec plus d'empire sur elle-même, cette femme-là sera admirable. Mais qu'on lui résiste. Les yeux flambent, les cheveux roux se trempent de sueur. Je l'ai vue avant-hier sortir pour ne pas me jeter un encrier à la tête. Pendant les récréations, comme le froid humide de ce vilain automne ne m'engage guère à jouer, je cause avec mademoiselle Aimée. Notre intimité progresse très vite. Nature de chatte caressante, délicate et frileuse, incroyablement câline. J'aime à regarder sa frimousse rose de blondinette, ses yeux dorés aux cils retroussés, les beaux yeux qui ne demandent qu'à sourire. Ils font retourner les gars quand elle sort. Souvent, pendant que nous causons sur le seuil de la petite classe empressée, mademoiselle Sergent passe devant nous pour regagner sa chambre sans rien dire, fixant sur nous ses regards jaloux et fouilleurs. Dans son silence, nous sentons, ma nouvelle amie et moi, qu'elle enrage de nous voir corder si bien. Cette petite Aimée, elle a 19 ans et me vient à l'oreille. Bavarde comme une pensionnaire qu'elle était encore il y a 3 mois, avec un besoin de tendresse, de gestes blottis qui me touchent. Des gestes blottis. Elle les contient dans une peur instinctive de mademoiselle Sergent. Ses petites mains froides serrées sous le collet de fausse fourrure, la pauvrette est sans argent comme des milliers de ses pareils. Pour l'apprivoiser, je me fais douce, sans peine, et je la questionne, assez contente de la regarder. Elle parle, jolie en dépit ou à cause de sa frimousse irrégulière. Si les pommettes saillent un peu trop, si, sous le nez court, la bouche un peu rentrée fait un drôle de petit coin à gauche quand elle rit, en revanche, quels yeux merveilleux couleur d'or jaune, et quel teint, un de ces teints délicats à l'œil, si solide que le froid ne les bleuit même pas. Elle parle, et son père qui est tailleur de pierre, et sa mère qui tapait souvent, et sa sœur, et ses 3 frères, et la dure école normale du chef-lieu, où l'eau gelait dans les brocs, où elle tombait toujours de sommeil, parce qu'on se lève à 5 heures. Heureusement, la maîtresse d'anglais était bien gentille pour elle. Et les vacances dans sa famille, où on l'a forçait à se remettre au ménage, en disant qu'elle serait mieux à tremper la soupe qu'à faire la demoiselle. Tout ça, ça défile dans son bavardage, toute cette jeunesse de misère qu'elle supportait impatiemment et dont elle se souvient avec terreur. Petite mademoiselle Lantenay, votre corps si souple cherche et appelle un bien-être inconnu. Si vous n'étiez pas institutrice adjointe à Montigny, vous seriez peut-être... Je ne veux pas dire quoi. Mais que j'aime vous entendre et vous voir, vous qui avez 4 ans de plus que moi, et dès que je me sens à chaque instant la sœur aînée. Ma nouvelle confidente me dit un jour qu'elle sait pas mal d'anglais, et cela m'inspire un projet simplement merveilleux. Je demande à papa, puisqu'il me tient lieu de maman,
s'il ne voulait pas me faire donner par mademoiselle Aimée Lantenay des leçons de grammaire anglaise. Papa trouve l'idée géniale, comme la plupart de mes idées, et, pour boucler l'affaire, comme il dit, m'accompagne chez mademoiselle Sergent. Elle nous reçoit avec une politesse impassible, et pendant que papa lui expose son projet, paraît l'approuver. Mais je sens une vague inquiétude de ne pas voir ses yeux pendant qu'elle parle. Je me suis aperçue très vite que ses yeux disent toujours sa pensée, sans qu'elle puisse la dissimuler, et je suis anxieuse de constater qu'elle les tient obstinément baissés. On appelle mademoiselle Aimée, qui descend, empressée, rougissante, et répétant « Oui, monsieur, et certainement, monsieur », sans trop savoir ce qu'elle dit, pendant que je la regarde, toute contente de ma ruse, et réjouie à la pensée que je vais désormais la voir avec moi plus intimement que sur le seuil de la petite classe. Prix des leçons, 15 francs par mois, 2 séances par semaine. Pour cette pauvre petite adjointe qui gagne 75 francs par mois et paie sa pension là-dessus, c'est une aubaine inespérée. Je crois aussi qu'elle a du plaisir à se trouver plus souvent avec moi. Pendant cette visite-là, je n'échange guère que 2 ou 3 phrases avec elle. Premier jour de leçon. Je l'attends après la classe pendant qu'elle réunit ses livres d'anglais et en route pour la maison. J'ai installé un coin confortable pour nous deux dans la bibliothèque de papa, une grande table, des cahiers et des plumes, avec une bonne lampe qui n'éclaire que la table. Mademoiselle Aimée, très embarrassée. Pourquoi ? Rougit, tout saute. Allons, Claudine, vous savez votre alphabet, je pense. Bien sûr, mademoiselle. Je sais aussi un peu de grammaire anglaise. Je pourrais très bien faire cette petite version là-bas. On est bien, c'est pas ici ? Oui, très bien. Je demande en baissant un peu la voix pour prendre le ton de nos bavardages. Est-ce que mademoiselle Sergent vous a parlé de mes leçons avec vous ? Oh, presque pas. Elle m'a dit que c'était une chance pour moi, que vous ne me donneriez pas de peine, si vous vouliez seulement travailler un peu, que vous appreniez avec une grande facilité quand vous vouliez bien. Rien que ça ? C'est pas beaucoup. Elle pensait bien que vous me le répéteriez. Voyons, Claudine, nous ne travaillons pas. Il y a en anglais qu'un seul article, etc., etc. Au bout de 10 minutes d'anglais sérieux, je l'interroge encore. Vous n'avez pas remarqué qu'elle n'avait pas l'air content quand je suis venue avec papa pour demander de prendre des leçons avec vous ? Non. Si, peut-être. Mais nous ne nous sommes presque pas parlé le soir. Ôtez donc votre jaquette, on étouffe toujours chez papa. Ah, comme vous êtes mince. On vous casserait. Vos yeux sont bien jolis à la lumière. Je dis ça parce que je le pense et que je prends plaisir à lui dire des compliments. Plus de plaisir que si j'en recevais pour mon compte. Je demande. Vous couchez toujours dans la même chambre que mademoiselle Sergent ? Cette promiscuité me paraît odieuse, mais le moyen de faire autrement. Toutes les autres chambres sont déjà démeublées et on commence à enlever le toit. La pauvre petite soupire. Il faut bien, mais c'est ennuyeux comme tout. Le soir à 9h, je me couche tout de suite, vite, vite, et elle vient se coucher après, mais c'est tout de même désagréable, quand on est si peu à son aise ensemble. Oh, ça me blesse pour vous énormément, comme ça doit vous assommer de vous habiller devant elle le matin. Je détesterais me montrer en chemise à des gens que j'aime pas. Mademoiselle Lantenay sursaute en tirant sa montre. Mais enfin, Claudine, nous ne faisons rien, travaillons-nous. Oui. Vous savez qu'on attend de nouveaux sous-maîtres ? Je sais, 2, ils arrivent demain. Ça va être amusant, 2 amoureux pour vous. Oh, taisez-vous donc. D'abord, tous ceux que j'ai vus étaient si bêtes que ça ne me tentait guère. Je sais déjà leurs noms à ceux-ci, des noms ridicules. Antonin Rabastan et Armand Duplessis. Je parie que ces Pierrots-là vont passer 20 fois par jour dans notre cour sous prétexte que l'entrée des garçons est encombrée de démolition. Claudine, écoutez, c'est honteux. Nous n'avons rien fait aujourd'hui. Oh, c'est toujours comme ça le premier jour. Nous travaillerons beaucoup mieux vendredi prochain. Il faut bien le temps de se mettre en train. Malgré ce raisonnement remarquable, mademoiselle Lantenay, impressionnée de sa propre paresse, me fait travailler sérieusement jusqu'à la fin de l'heure. Après quoi, je la reconduis au bout de la rue. Il fait nuit, il gèle. Ça me fait peine de voir cette petite ombre menue s'en aller dans ce froid et dans ce noir pour rentrer chez la rousse, aux yeux jaloux. Cette semaine, nous avons goûté des heures de joie pure. Parce qu'on nous employa, nous, les grandes, à déménager le grenier pour en descendre les livres et les vieux objets qui l'encombraient. Il a fallu se presser. Les maçons attendaient pour démolir le premier étage. Ce furent des galopades insensées dans les greniers et les escaliers. Au risque d'être punis,
nous nous aventurions, la grande Anaïs et moi, jusque dans l'escalier conduisant aux chambres des instituteurs, dans l'espoir d'entrevoir enfin les deux nouveaux sous-maîtres demeurés invisibles depuis leur arrivée. Hier, devant un logis entrebâillé, Anaïs me pousse, je trébuche et j'ouvre la porte avec ma tête. Alors nous pouffons et nous restons plantés sur le seuil de cette chambre, justement une chambre d'adjoint, vide par bonheur de son locataire. Nous l'inspectons rapidement. Au mur et sur la cheminée, de grandes chromolithographies, banalement encadrées. Une Italienne avec des cheveux foisonnants, les dents éclatantes et la bouche 3 fois plus petite que les yeux. Comme pendant, une blonde pâmée qui serre un épagnol sur son corsage à ruban bleu. Au-dessus du lit d'Antonin Rabastan, il a fixé sa carte sur la porte avec 4 punaises. Des banderoles s'entrecroisent, aux couleurs russes et françaises. Quoi encore? Une table, avec une cuvette, 2 chaises, des papillons piqués sur des bouchons de liège, des romances éparpillées sur la cheminée. Rien de plus. Nous regardons tous sans rien dire. Et tout à coup, nous nous sauvons vers le grenier en courant, oppressés de la crainte folle que le nommé Antonin, on ne s'appelle pas Antonin, ne vienne à monter l'escalier. Notre piétinement sur ces marches défendues est si tapageur qu'une porte s'ouvre au rez-de-chaussée, la porte de la classe des garçons. Et quelqu'un se montre en demandant avec un drôle d'accent marseillais: « Mais qu'est-ce que c'est, pas moins? Depuis demi-heure, j'entends des chevauques dans l'escalier. » Nous avons encore le temps d'entrevoir un gros garçon brun avec des joues bien portantes. Là-haut, en sûreté, ma complice me dit en soufflant: « Hein? S'il savait que nous venons de sa chambre? » Oui, il ne se consolerait pas de nous avoir ratés. Raté, reprend Anaïs avec un sérieux de glace. Il a l'air d'un gars solide qui ne doit pas vous rater. Grande salle, va! Et nous poursuivons le déménagement du grenier. C'est un enchantement de farfouiller dans cet amas de livres et de journaux à emporter, qui appartiennent à mademoiselle Sergent. Bien entendu, nous feuilletons le tas avant de les descendre, et je constate qu'il y a là l'Aphrodite de Pierre Louis, avec de nombreux numéros du journal amusant. Nous nous régalons, Anaïs et moi, émoustillés d'un dessin de Gerbaud, bruit de couloir. Des messieurs en habits noirs, occupés à chatouiller des gentilles danseuses de l'opéra, en maillot et en jupe courte, qui gesticulent et piaillent. Les autres élèves sont descendus. Il fait sombre dans le grenier. Et nous nous attardons à des images qui nous font rire. Des Albert Guillaume, d'un raid. Tout à coup, nous sursautons, car quelqu'un ouvre la porte en demandant d'un ton à l'ail: « Et qui peut faire cet infernal tapage dans l'escalier ?» Nous nous levons, graves, les bras chargés de livres, et nous disons posément: « Bonjour monsieur », maîtrisant une envie de rire qui nous tord. C'est le gros sous-maître à figure réjouie de tout à l'heure. Alors, parce que nous sommes de grandes filles paraissant bien 16 ans, il s'excuse et s'en va en disant « Mille pardon, mesdemoiselles !» Et derrière son dos, nous dansons silencieusement, en lui faisant des grimaces comme des diables. Nous descendons en retard. On nous gronde. Mademoiselle Sergent me demande: « Qu'est-ce que vous pouviez bien faire là-haut ?» Mademoiselle, nous mettions en tas des livres pour les descendre. Et je pose devant elle, ostensiblement, la pile de livres avec l'audacieuse Aphrodite et les numéros du journal amusant pliés dessus, l'image en dehors. Elle voit tout de suite. Ses joues rouges deviennent plus rouges. Mais vite raccrochée, elle explique: « Ah, ce sont les livres de l'instituteur que vous avez descendus. Tout est si mêlé dans ce grenier commun. Je les lui rendrai. » Et la semonce s'arrête là. Pas la moindre punition pour nous deux. En sortant, je pousse le coude d'Anaïs, dont les yeux minces sont plissés de rire. « Hein, il a bon dos, l'instituteur !» Tu penses, Claudine, comme il doit collectionner des bêtises, cet innocent. S'il ne croit pas que les enfants naissent dans les choux, c'est tout juste. Car l'instituteur est un veuf triste, incolore, on sait à peine qu'il existe.
Il ne quitte sa classe que pour s'enfermer dans sa chambre. Je prends, le vendredi suivant, ma deuxième leçon avec mademoiselle Aimée Lantenay. Je lui demande. Est-ce que les sous-maîtres vous font déjà la cour ? Oh, justement, Claudine, ils sont venus hier nous rendre leurs devoirs. Le bon enfant et qui fait le beau, c'est Antonin Rabastan. Dit la perle de la Canebière. Et l'autre, comment est-il ? Maigre, beau, intéressante figure. Il s'appelle Armand Duplessis. Ce sera un péché de ne pas le surnommer Richelieu. Elle rit. Un nom qui va lui rester parmi les élèves, méchante Claudine. Mais quel sauvage ! Il ne dit rien que oui et non. Ma maîtresse d'anglais me semble adorable ce soir-là, sous la lampe de la bibliothèque. Ses yeux de chat brillent tout en or, malins, câlins, et je les admire, non sans me rendre compte qu'ils ne sont ni bons, ni francs, ni sûrs, mais ils scintillent d'un tel éclat dans sa figure fraîche. Et elle semble se trouver si bien dans cette chambre chaude et assourdie, que je me sens déjà prête à l'aimer tant et tant, avec tout mon cœur déraisonnable. Oui, je sais très bien, depuis longtemps, que j'ai un cœur déraisonnable. Mais de le savoir, ça ne m'arrête pas du tout. Et elle, la rousse, elle ne vous dit rien ces jours-ci ? Non, elle est même assez aimable. Je ne la crois pas si fâchée que vous le pensez, de nous voir bien ensemble. Pouh ! Vous ne voyez pas ses yeux ? Ils sont moins beaux que les vôtres, mais plus méchants. Jolie petite mademoiselle, que vous êtes mignonne. Elle rougit beaucoup et me dit sans aucune conviction. Vous êtes un peu folle, Claudine. Je commence à le croire. On me l'a tant dit. Oui, je sais bien que les autres le disent. Et qu'est-ce que ça fait ? Je suis contente d'être avec vous. Parlez-moi de vos amoureux. J'en ai pas. Vous savez, je crois que nous verrons souvent les deux adjoints. Rabastan me semble très mondain et traîne son collègue Duplessis avec lui. Vous savez aussi, je ferai sans doute venir ma petite sœur comme pensionnaire ici. Votre sœur, je m'en moque pas mal, quel âge a-t-elle ? Votre âge, quelques mois de moins, 15 ans ces jours-ci. Elle est gentille ? Pas jolie, vous verrez, un peu timide et sauvage. Zut pour votre sœur ! Dis donc, j'ai vu Rabastan dans le grenier, il est monté exprès. Il possède un solide accent de Marseille, ce gros Antonin. Oui, mais il est pas trop laid, voyons Claudine, travaillons donc, vous n'avez pas honte ? Lisez ça et traduisez. Elle a beau s'indigner, le travail ne marche guère. Je l'embrasse en lui disant au revoir. Le lendemain, pendant la récréation, Anaïs était en train, pour m'abrutir, de danser devant moi une danse de possédé, tout en gardant sa figure fermée et froide, quand voici que Rabastan et Duplessis surgissent à la porte de la cour. Comme nous sommes là, Marie Bellhomme, la grande Anaïs et moi, ces messieurs saluent. Et nous répondons avec une correction froide. Ils entrent dans la grande salle, où mesdemoiselles corrigent les cahiers, et nous les voyons causer et rire avec elles. Alors, je me découvre un besoin urgent et subit de prendre mon capuchon, resté sur mon pupitre, et je me précipite dans la classe, poussant la porte, comme si je n'avais jamais supposé que ces messieurs puissent s'y trouver. Puis je m'arrête, jouant la confusion, sur le seuil. Mademoiselle Sergent ralentit ma course par un « Soyez plus calme, Claudine !» à frapper une carafe, et je me retire à pas de chat. Mais j'ai eu le temps de voir que mademoiselle Aimée Lantenay rit en bavardant avec Duplessis et fait des grâces pour lui. « Attends, beau ténébreux, demain ou après, il y aura une chanson sur toi, ou des calembours faciles, ou des sobriquets. Ça t'apprendra à séduire mademoiselle Aimée. » Mais, eh bien quoi donc ? On me rappelle ? Quelle chance ! Je rentre d'un air docile. Claudine, explique mademoiselle Sergent, venez déchiffrer ça. Monsieur Rabastan est musicien, mais pas tant que vous. Qu'elle est aimable ! Quel revirement ! Ça, c'est un air du chalet, ennuyeux à pleurer.
Marianne me coupe la voix comme de chanter devant des gens que je ne connais pas. Aussi je déchiffre proprement, mais avec une voix ridiculement tremblante, qui se raffermit, Dieu merci, à la fin du morceau. « Ah, mademoiselle, permettez-moi de vous féliciter, vous êtes d'une force !» Je proteste en lui tirant intérieurement la langue. « La langue !» dirait-il. Et je m'en vais retrouver les autres. Ça se gagne. Qui m'accueille avec des sentiments au vinaigre. « Ma chère, grince la grande Anaïs. J'espère que te voilà dans les bonnes grâces. Tu as dû produire un effet foudroyant sur ces messieurs. Nous les verrons souvent. » Les Jaubert ricanent en dessous, jalousement. « Laissez-moi donc tranquille. Il n'y a vraiment pas de quoi mousser parce que j'ai déchiffré quelque chose. Rabastan est du midi et demi. Et c'est une race que j'exècre. Quant à Richelieu, s'il revient souvent, je sais bien qu'il attirera. » « Qui donc ? Mademoiselle Aimée, tiens. Il la mange des yeux. » »« Dis donc, chuchote Anaïs. C'est pas de lui que tu seras jalouse alors. C'est d'elle. » »« Peste d'Anaïs. Ça voit tout. Est-ce que ça ne voit pas, ça l'invente. » Les deux adjoints rentrent dans la cour. Antonin Rabastan expansif et salueur, l'autre intimidé, presque farouche. Il est temps qu'ils s'en aillent. La rentrée va sonner, leurs gamins font autant de bruit dans la cour voisine que si on les avait plongés tous ensemble dans une chaudière d'eau bouillante. On sonne pour nous, et je dis à Anaïs, « Dis donc, il y a longtemps que le délégué cantonal n'est venu. Ça m'étonne bien si nous ne le voyons pas cette semaine. Il est arrivé hier. Il viendra sûrement fouiner un peu par ici. » Dutertre, délégué cantonal, est en outre médecin des enfants de l'hospice, qui, pour la plupart, fréquentent l'école. Cette double qualité l'autorise à venir nous visiter, et Dieu sait s'il en use. Des gens prétendent que mademoiselle Sergent est sa maîtresse. J'en sais rien. Qu'ils lui doivent de l'argent, oui, je le parierais. Les campagnes électorales coûtent cher et Dutertre, se sent le sou, s'obstine avec un succès persistant à vouloir remplacer le vieux crétin muet, mais millionnaire, qui représente à la Chambre les électeurs du Frénois. Que cette rousse passionnée soit amoureuse de lui, j'en suis sûre. Elle tremble de rage jalouse quand elle le voit nous frôler avec trop d'insistance. Car, je le répète, il nous honore fréquemment de ses visites, s'assied sur les tables, se tient mal, s'attarde auprès des plus grandes, surtout de moi, lit nos devoirs, nous fourre ses moustaches dans les oreilles, nous caresse le cou et nous tutoie toutes. Il nous a vues si gamines, en faisant briller ses dents de loup et ses yeux noirs. Nous le trouvons fort aimable, mais je le sais une telle canaille que je ne ressens devant lui aucune timidité, ce qui scandalise les camarades. C'est le jour de leçon de couture. On tire l'aiguille paresseusement, en causant, à voix insaisissable. Bon, voilà les flocons qui commencent à tomber. Quelle chance! On fera des glissades, on tombera beaucoup, et on se battra à coups de boules de neige. Mademoiselle Sergent nous regarde sans nous voir, l'esprit ailleurs. Toc toc, aux vitres. À travers les plumes tournoyantes de la neige, on aperçoit Dutertre qui frappe, tout enveloppé et coiffé de fourrure. Beau garçon là-dedans, avec ses yeux luisants et ses dents qu'on voit toujours. Le premier banc, moi, Marie Bellhomme et la grande Anaïs, se remuent. J'arrange mes cheveux sur mes tempes. Anaïs se mord les lèvres pour les rendre rouges, et Marie resserre sa ceinture d'un cran. Les sœurs Jaubert joignent les mains comme deux images de première communion. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mademoiselle Sergent a bondi, si brusquement qu'elle a renversé sa chaise et son tabouret pour courir ouvrir la porte. Devant tant d'affolement, je me roule, et Anaïs profite de cet émoi pour me pincer, pour me faire des grimaces démoniaques, en croquant du fusain et la gomme à effacer. On a beau lui interdire ses nourritures extravagantes, tout le long du jour, elle a les poches et la bouche pleines de boîtes de crayons, de gomme noire et infectes, de fusain et de papier buvard rose. La craie, la plombagine, tout ça bourre son estomac de façon bizarre. C'est ces nourritures-là, sans doute, qui lui font un teint couleur de bois et de plâtre gris. Au moins, moi, je ne mange que du papier à cigarette. Et encore, une certaine marque.
Mais la grande Anaïs ruine la commune qui nous donne la papeterie scolaire, en demandant des fournitures nouvelles toutes les semaines, si bien qu'au moment de la rentrée, le conseil municipal a fait une réclamation. Du tertre secoue ses fourrures poudrées de neige. On dirait que c'est son pelage naturel. Mademoiselle Sergent étincelle d'une telle joie à le voir qu'elle ne pense même pas à vérifier si je la surveille. Il plaisante avec elle. Son accent de montagne sonore et rapide réchauffe la classe. J'inspecte mes ongles et je remets mes cheveux en évidence, car le visiteur regarde surtout de notre côté. Dame, on est de grandes filles de 15 ans. Et si ma figure est plus jeune que mon âge, ma taille a bien 18 ans. Et mes cheveux aussi valent d'être montrés, puisqu'ils me font une toison remuante, de boucles, dont la couleur change selon le temps, entre le châtain obscur et l'or foncé, et qui contraste avec mes yeux bruns café, pas vilainement. Tout bouclés qu'ils sont, ils me descendent presque aux reins. J'ai jamais porté de nattes ni de chignons. Les chignons me donnent la migraine, et les nattes n'encadrent pas assez ma figure. Quand nous jouons au bar, je ramasse le tas de mes cheveux, qui ferait de moi une proie trop facile, et je les noue en queue de cheval. Et puis enfin, est-ce que c'est pas plus joli comme ça? Mademoiselle Sergent interrompt enfin son dialogue ravi avec le délégué cantonal et lance un « Mesdemoiselles, vous vous tenez fort mal !» Pour l'affirmer dans cette conviction, Anaïs trouve utile de laisser échapper le « hup » des fous rires contenus, sans qu'être bouge dans sa figure, et c'est à moi que mademoiselle jette un regard de colère qui promet une punition. Enfin, monsieur Dutertre hausse la voix, et nous l'entendons demander « On travaille bien ici? On se porte bien ?» « On se porte fort bien, répond mademoiselle Sergent, mais on travaille assez peu. Ces grandes filles sont d'une paresse. » Aussitôt que nous avons vu le beau docteur se tourner vers nous, nous nous sommes penchés sur nos cahiers avec un air appliqué, absorbé, comme si nous oublions sa présence. « Ha ha !» fait-il en s'approchant de nos bancs. « On ne travaille pas beaucoup? Quelles idées a-t-on en tête? Est-ce que mademoiselle Claudine ne serait plus la première en composition française? » Ces compositions françaises, je les ai en horreur. Des sujets stupides et abominables. Imaginez les pensées et les actions d'une jeune fille aveugle. Pourquoi pas sur des muettes en même temps? Ou encore, écrivez pour faire votre portrait physique et moral à un frère que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. J'ai pas la corde fraternelle, je suis fille unique. Non, ce qu'il faut que je me retienne pour ne pas écrire des blagues et des conseils subversifs, on n'en saura jamais rien. Mais quoi? Mes camarades, sauf Anaïs, sentir si mal toutes, que je suis malgré moi l'élève remarquable en composition littéraire. Dutertre en est venu là où il souhaitait en venir, et je lève la tête pendant que mademoiselle Sergent lui répond « Claudine? Oh, si, mais ce n'est pas sa faute, elle est douée pour cela, elle ne se fatigue pas. » Il est assis sur la table, une jambe pendante, et me tutoie pour ne pas perdre l'habitude. « Alors tu es paresseuse. »« Madame, c'est mon seul plaisir sur la terre. »« Tu n'es pas sérieuse. Tu aimes mieux lire, hein? Qu'est-ce que tu lis? Tout ce que tu trouves? Toute la bibliothèque de ton père? »« Oh non, monsieur, pas les livres qui m'ennuient. »« Tu te fais une jolie instruction, je parie. Donne-moi ton cahier. » Pour lire plus commodément, il appuie une main sur mon épaule et roule une boucle de mes cheveux. La grande Anaïs en jaunit plus que de raison. Il ne lui a pas demandé son cahier à elle. Cette préférence me vaudra des coups d'épingle en dessous, des rapports sournois à mademoiselle Sergent et des espionnages quand je causerai avec mademoiselle Lantenay. Elle est près de la porte de la petite classe, cette gentille aimée, et me sourit si tendrement de ses yeux dorés que je suis presque consolée de n'avoir pu aujourd'hui ni hier causer avec elle autrement que devant mes camarades. Dutertre pose mon cahier et me caresse l'épaule d'un air distrait. Il ne pense pas du tout à ce qu'il fait, évidemment. Évidemment. Quel âge as-tu? 15 ans. Drôle de petite fille. Si tu n'avais pas l'air si toqué, tu paraîtrais davantage, tu sais. Tu te présenteras pour le brevet au mois d'octobre prochain? Oui, monsieur.
Pour faire plaisir à papa. À ton père? Qu'est-ce que ça peut lui fiche? Mais toi, ça ne te remet pas beaucoup, donc? Si, ça m'amuse de voir tous ces gens qui nous interrogent. Et puis, s'il y a des concerts au chef-lieu, à ce moment-là, ça se trouvera bien. Tu n'entreras pas à l'école normale? Je bondis. Non, par exemple. Pourquoi cet embellement, jeune fille exubérante? Je ne veux pas y aller, pas plus que je n'ai voulu aller en pension, parce qu'on est enfermé. Oh, oh, tu tiens tant à ta liberté. Ton mari ne fera pas ce qu'il voudra, diable. Montre-moi cette figure. Tu te portes bien, un peu d'anémie peut-être. Ce bon docteur me tourne vers la fenêtre. Son bras passé autour de moi et plonge ses regards de loup dans les miens, que je fais candides et sans mystère. Mes yeux sont toujours cernés. Il me demande si j'ai des palpitations et des essoufflements. Non, pas du tout. Je baisse les paupières parce que je sens que je rougis bêtement. Il me regarde trop aussi. Et je devine mademoiselle Sergent qui se crispe derrière nous. Dors-tu toute la nuit? J'enrage de rougir davantage en répondant. Mais oui, monsieur, toute la nuit. Il n'insiste pas et se redresse en me lâchant la taille. Bah, tu es solide au fond. Une petite caresse sur ma joue. Puis il passe à la grande Anaïs qui sèche sur son banc. Montre-moi ton cahier. Pendant qu'il le feuillette assez vite, mademoiselle Sergent foudroie à voix basse la première division. Des gamines de 12 à 14 ans qui commencent déjà à se serrer la taille et à porter des chignons. Car la première division a profité de l'inattention directoriale pour se livrer à un sabbat de tous les diables. On entend des tapes de règles sur les mains, des gloussements de gamines qu'on pince. Elles vont se faire orner d'une retenue générale, sûre. Anaïs étrangle de joie en voyant son cahier dans de si augustes mains. Mais Dutertre la trouve sans doute assez peu digne d'attention et passe après quelques compliments et un pinceau à l'oreille. Il reste quelques minutes près de Marie Bellhomme, dont la fraîcheur brune et lisse lui plaît. Mais tout de suite affolée de timidité, elle baisse la tête comme un bélier, répond oui pour non et appelle Dutertre mademoiselle. Quant aux deux sœurs Jaubert, il les complimente sur leur belle écriture, c'était prévu. Enfin, il sort. Bon vent! Il nous reste une dizaine de minutes avant la fin de la classe. Comment les employer? Je demande à sortir pour ramasser furtivement une poignée de la neige qui tombe toujours. Je roule une boule et je mords dedans. C'est bon et froid. Ça sent un peu la poussière, cette première tombée. Je la cache dans ma poche et je rentre. On me fait signe autour de moi et je passe la boule de neige où chacune, à l'exception des jumelles impeccables, mord avec des mines ravies. Zut! Voilà cette nièce de Marie Bellhomme qui laisse tomber le dernier morceau. Et mademoiselle Sergent le voit. « Claudine, vous avez encore apporté de la neige. Ça passe les bornes à la fin. » Elle roule des yeux si furieux que je retiens. C'est la première fois depuis l'an dernier. Car j'ai peur que mademoiselle Lantenay ne pâtisse de mes insolences et j'ouvre mon histoire de France sans rien répondre. Ce soir, je prendrai ma leçon d'anglais et ça me consolera de mon silence. À 4 heures, mademoiselle Aimée vient et nous filons, contentes. Qu'il fait bon avec elle dans la bibliothèque chaude. Je serre ma chaise tout près de la sienne et je pose ma tête sur son épaule. Elle passe son bras autour de moi. Je presse sa taille qui plie. Oh, petite mademoiselle, il y a longtemps que je ne vous ai vue. Mais il n'y a que 3 jours. Ça ne fait rien, taisez-vous et embrassez-moi. Vous êtes une méchante. Et le temps vous semble court loin de moi. Ça vous ennuie donc bien ces leçons? Oh, Claudine, au contraire. Vous savez bien que je ne cause qu'avec vous et que je ne me plais qu'ici. Elle m'embrasse et je ronronne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.